Bonsoir. Il est de plus en plus fait cas de la drogue et de son trafic en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes sont-elles résolument engagées dans la lutte contre ce fléau? On en parle tout à l'heure. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre Live Talk. Bienvenue. J'aime bien le ta-da-dam. Oui, c'est génial. Hein, oyez, oyez, bonsoir à tous. Merci d'être en notre compagnie, merci de nous retrouver. Comme tous les soirs, à partir de ce moment, pour partager des moments d'actualité, de décryptage, d'information, d'analyse et de points de vue divergents. C'est cela. La démocratie est partagée sur ce plateau. Bonsoir Rihanna, comment allez-vous? Très bien, je suis toujours très attentive à tes introductions. Je me demande toujours ce que ça contiendra. Alain Toussaint, bonsoir. Bonsoir Brico. C'est très bien, non, j'ai fait un parallèle parce qu'Alain Toussaint il est très fort, très très fort. Non, Bonsoir André, comment ça va? Bonsoir Brice, ça va plutôt bien. Ça va, merci. Pour le troisième jour de notre... L'acte 3, ouais, l'acte comme dirait 3. Brice. Ouais, C'est ça, exactement. ces expressions. Rihanna, finalement, je crois que vous... T'as vu ça, hein? Ah, c'est bien, je vous porte là dans mon cœur. Et puis, ce soir, exceptionnellement, nous rejoint la très, 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 très belle. En fait, les qualificatifs se bousculaient dans ma tête. Très belle, très intelligente, très sage. Sharon Camara, bonsoir Sharon, comment ça va? Bonsoir Brice, ça va très bien. Je suis vraiment ravie d'être là et je suis pressée de donner mon avis sur toute l'actualité. J'ai beaucoup de choses à dire. D'un plateau à un autre, il n'y avait que l'ascenseur. C'est ça. Genre 5 secondes et on y est. Exactement. Bon, on parle de drogue, hein, on lance le petit débat et on se retrouve. Saisie de drogue, arrestation de présumés trafiquants de drogue, la lutte contre la drogue passe à la vitesse supérieure. Quelqu'un aurait dit, c'est maintenant, ça commence, ou bien il y a longtemps? André, déjà, on va revenir avant de parler de cette question plus globalement. Ce qui nécessite d'ailleurs toute cette, permettez-moi le mot agitation, ce sont des faits qui se sont déroulés il y a quelques jours. Oui, enfin, il faut partir vers des mois un peu plus anciens. C'est-à-dire que depuis un moment, les côtes ivoiriennes sont, j'allais dire, voient l'apparition de certains navires avec des cargaisons de trafiquants de drogue. Donc tout un réseau de trafic de drogue est démantelé à travers notamment la saisie de ces produits-là dans nos ports. Donc on va dire la dernière saisie en date, ça s'est passé mi-avril à Abidjan et à San Pedro. Donc on va prendre de la drogue d'une valeur de 41 milliards de francs CFA. Donc c'est important. Donc au regard quand même de l'importance de ce type de saisie, on se demande bien, est-ce que ça ne confirme pas le fait qu'Abidjan soit devenu vraiment un lieu de passage ou une plaque tournante, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, un dispositif est mis en place pour pouvoir quand même ne pas trop entacher l'image du pays. Parce que si la drogue peut circuler facilement comme ça à travers nos différents points de contrôle, ça peut craindre un peu. Donc imaginez la première réaction, enfin l'une des premières réactions, c'est que le président de la République va commettre son vice-président de s'occuper spécialement de ce dossier. Donc on est sur quelque chose quand même qui est pris en charge depuis le haut sommet de l'État. Donc à partir de là, on va faire appel à une unité qu'on a créée récemment, qui, à côté du procureur de la République, intervient aussi dans ces cas-là. C'est ce fameux pôle économique et financier qui va aussi rentrer dans la danse avec un juge qui est pratiquement quand même assez libre. Et donc ça donne un dispositif très solide qui aboutit, on l'apprend, à des arrestations et puis tout ça est confirmé après. En fait, en gros, voici le tableau, c'est que l'État est en train d'agir. Est-ce que c'est une accélération? Bon, on attend vos commentaires pour savoir si ça correspond justement à ce qu'on a dit en début de propos. Alain Toussaint, est-ce que vous êtes un peu surpris de tout ce qu'il y a autour de la question de la drogue dans notre pays? Écoutez, je pense que c'est un phénomène mondial. Et généralement, ces réseaux criminels aiment opérer dans des pays dont ils considèrent qu'ils sont un peu des États faibles. Voilà, où les services de renseignement, les services de sécurité ne sont pas en mesure
de protéger et les territoires et les citoyens et les biens. Donc forcément, ils choisissent des pays d'Afrique. On a la Guinée-Bissau, qui est l'une de leurs zones d'opération. Et effectivement, ces 5 dernières années, il y a d'importantes saisies de drogue en Côte d'Ivoire. Entre 2017 et 2018, ce sont quand même près de 286 tonnes de drogue. Vous imaginez ce qui représente des dizaines et des dizaines de milliards de francs CFA qui ont été saisis dans notre pays. Donc la vigilance est en tout cas à l'ordre du jour du côté des autorités parce que ce trafic constitue une réelle menace. Charles Camara, d'un point de vue, d'un regard journalistique, hein, j'ai envie de dire vous particulièrement, il y a eu cette situation-là et puis il y a eu l'ampleur donnée à celle-ci par les uns et les autres. C'est exactement ça. Moi, la question que je me pose vraiment, c'est pourquoi maintenant ? Parce que comme Toussaint vous l'avez dit, c'est depuis 2017, ça fait au moins 5 ans qu'on observe que la Côte d'Ivoire a pas mal d'histoires liées à la drogue. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on a toute cette communication, tout ce buzz autour de ces saisies? Est-ce qu'il y a un objectif caché? Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on met en place tout ce système justement pour pouvoir contrer ces... Élément de réponse certainement avec Rihanna Assi, Oui, les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, certes, mais quand on regarde aussi sur ce timing donc de 2017 à aujourd'hui, on remarque une nette évolution même dans les quantités de cocaïne qui sont saisies, ce qui montre que ça n'a pas cessé de croître. Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est maintenant qu'on en parle? Non. Est-ce que ce sont les premiers coups d'annonce parlant de lutte contre le phénomène de la drogue et tout ça? Ces temps-ci. Oui, justement, j'en viens. En fait, ce n'est pas le premier coup d'annonce qu'on entend venant du gouvernement disant qu'on est à fond dans la lutte contre la drogue, mais c'est la première fois qu'on met en place de vrais dispositifs qui sont censés, j'ai envie de dire, accentuer cet effet de lutte. Pourquoi maintenant? Parce que c'est simple, en 2020, on était à 400 kg de cocaïne saisie, en 2021, on passe à 1,56 tonnes, et là, on est arrivé quand même à 2 tonnes. Donc ça veut dire que c'est en train de prendre une ampleur qui est super croissante. Donc aujourd'hui, si on ne resserre pas les mesures de lutte, on ne pourra pas faire face à ce phénomène. André Toussaint, j'ai une question pour tous les deux. Oui. Rihanna, elle a fait sa courbe tout à l'heure, mais j'ai envie de dire, est-ce que cette courbe-là ne peut pas être interprétée différemment? En disant, ça existait bien à ces quantités-là, mais peut-être que les moyens de répression, les moyens pour pouvoir contrer ces trafiquants-là n'étaient pas mis en place. Et donc, c'est que maintenant que ces moyens-là sont mis en place. Non, mais je pense que ces saisies sont également le fruit de la coopération internationale. On a lu dans la presse crédible, que des agents de la DEA américaine, donc c'est l'agence américaine en charge de la lutte contre la drogue, étaient en Côte d'Ivoire. Et généralement, ce sont des organisations qui sont très, très efficaces. Moi, je voulais ramener ces saisies aussi dans un contexte un peu géostratégique dans la sous-région. On a le Mali qui est en proie au terrorisme, le Burkina Faso, le nord de la Côte d'Ivoire, le Niger et puis un peu le Bénin. Toutes ces organisations criminelles ont besoin de ressources pour s'approvisionner en armes. Et le seul moyen de pouvoir acheter des armes, c'est aussi d'être un peu des passerelles pour des trafiquants, avoir des ressources, acheter des armes. Donc, c'est vraiment un danger permanent qu'il ne faut pas sous-estimer. Et la Côte d'Ivoire, on l'a vu, par ce beau coup de filet, les autorités ont mis beaucoup de vigueur pour interpeller toutes les personnes présumées impliquées dans ce trafic. Non, mais à la suite de tout ça, là, ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment dans une chose, parce que j'entends beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, le coup de filet est à mettre à l'actif de l'État de Côte d'Ivoire, enfin, de nos services de police. On a tendance à dire, à penser que finalement, ça éclabousse plus les dirigeants. Mais les dirigeants ont intérêt, comme l'a dit Alain, au regard des enjeux de financement des activités illégales, etc., de traquer les trafics de drogue. Parce que finalement, ça procure beaucoup d'argent et cet argent peut se retrouver. Et les criminels, quand ils prennent le pouvoir, vous savez ce qui se passe en Colombie, ce qui se passe au Mexique. Parce que l'argent de la drogue, à un moment, ça finit par créer le bazar, permettez-moi l'expression. Donc je pense que c'est dans l'intérêt des pouvoirs publics non seulement de traquer, mais de communiquer. Parce qu'on a déjà vu de ces documentaires-là où on voit la DEA faire des descentes dans des zones. C'est bien qu'on communique pour dire aux trafiquants qu'on les a à l'œil. Mais en même temps, on sait qu'ils vont changer de méthode. Il y a 2 jours, je voyais des femmes qui sont arrivées dans un aéroport avec des perruques qui étaient faites de drogue. Donc, voyez-vous, donc, ils se réadaptent. Donc, nous, forcément, c'est pas parce qu'on communique
qu'on va baisser nos moyens de surveillance et de contrôle. Et là, pour terminer là-dessus, Alain Toussaint dit une chose essentielle. On ne peut pas arrêter ces trafics si on n'a pas de coopération internationale. Ce n'est pas une affaire de Côte d'Ivoire. Non, parce que la drogue, ce trafic est transfrontalier. Donc c'est une évidence qu'on reçoit des informations. Parce que quand le bateau là, qui s'est fait arrêter à Abidjan, excusez-moi, il n'est pas apparu comme ça au milieu de la mer. Ils viennent quelque part, les gens l'ont suivi, ils ont suivi des chargements, etc. Ils regardent la route de ces bateaux qui apparaissent sur les radars. À un moment, on se dit, mais lui, il sort d'où, etc. Donc on va prévenir le port où il s'en va. Donc tout ça montre que les services, de mon point de vue, fonctionnent plutôt bien. Et ce que je voulais également ajouter, parce qu'à la suite d'un document qui a été rendu public par la presse et qui était disponible sur Internet, on a vu une liste de personnes dont les comptes ont été... Ou a été en tout cas gelés. Voilà, gelés par la justice. Et il y a la liste des personnes donc, physiques, ensuite il y a les 2 personnes morales, donc 2 entreprises. Et moi, j'ai regardé sur Internet la date de création de ces entreprises ainsi que les noms des dirigeants qui, effectivement, d'abord la fondatrice qui apparaît comme d'abord la gérante numéro 1 de l'entreprise, et puis, quelques temps après, elle passe la main à un autre gérant qui est également sur la liste. Et dans l'objet social de ces entreprises, c'est un peu, comme on dit, c'est un bazar, pour emprunter l'expression à André, vente de lait, vente de fruits, etc., etc. Effectivement, on comprend bien qu'il y a des sociétés écrans, et malheureusement, c'est la méthode utilisée par... Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui, justement, dans leur raison sociale, on remarque... Oui, mais tous les responsables de sociétés qui vendent des fruits ne sont pas des trafiquants. Mais c'est ça. Non, mais l'observation, c'est que... C'est pas l'objet de soupçon non plus. C'est que d'abord, c'est une Ivoirienne qui est d'abord la gérante de cette société, et ensuite, elle passe la main en 2020 à un gérant de nationalité espagnole qui est... Non, mais parce que sur ça, on ne peut pas dire qu'elle est coupable juste parce qu'elle a une société de Moi, je parle juste de couvertures qui sont utilisées. Non, mais une fois encore, ce sont des suppositions. Non, mais attendez, quand des informations apparaissent, il faut les analyser. Voilà, vous voyez, ce ne sont pas toutes les sociétés de Côte d'Ivoire qui sont sur la liste non plus. Voilà, il y a 2 sociétés qui sont présumées liées à ces trafiquants qui apparaissent. Donc, ma responsabilité de journaliste, c'est d'aller savoir quand même quand est-ce que ces sociétés ont été constituées. Et j'observe, parce que les annonces légales existent également sur Internet, qu'il y a eu des modifications dans la gouvernance de la société, que l'une des dames mises en cause était la première gérante, qui ensuite a passé la main à un autre gérant de nationalité espagnole, qui lui aussi est impliqué dans ce trafic. Donc, cela peut laisser supposer que des sociétés écrans sont utilisées, comme le font d'ailleurs la plupart des trafiquants. Mais c'est le modus operandi, c'est en même temps. Oui, mais bien sûr, c'est ce que j'explique, parce que cet argent doit quitter peut-être la Côte d'Ivoire pour aller ailleurs, etc., financer des réseaux terroristes et criminels. Donc voilà. Mais tu sais, Brice, quand j'écoute un peu tous ces propos et que je vois un peu tout ce qui s'est passé, que ce soit des rumeurs ou pas sur les réseaux sociaux, on se rend compte qu'on indexe beaucoup les responsables de sociétés qui font partie du réseau, il n'y a pas de problème. Enfin, mais quand on dit qu'ils feraient partie du réseau, mais quand on dit que la Côte d'Ivoire devient de plus en plus une plaque tournante, une plaque de transit, un carrefour de transit de la drogue et tout, c'est que quelque part, on reçoit cette drogue. Et pour recevoir cette drogue, on a des responsables qui s'occupent de la sécurité de tout ce qui entre dans le pays. Donc pourquoi est-ce qu'on indexe seulement les personnes qui sont bien sûr dans le trafic, mais qui ne sont pas les premiers responsables de la réception de ces drogues au sein de la Côte d'Ivoire? Il y a des voleurs dans une cité, on ne va pas accuser la police. Non, on n'accuse pas la police. Non. Ce que je veux dire, c'est que si on prend le cas de la cité, on a des gardiens devant cette cité. Oui. Ces gardiens sont également responsables, on est d'accord, de la non-sécurité. Les premiers coupables, ce sont les voleurs d'abord. Ce sont les voleurs, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut trouver des solutions durables... Oui, mais donc on va passer notre vie finalement à attraper les voleurs et à ne pas régler des problèmes qui sont aussi sources... La circulation des drogues ne se fera pas du jour au lendemain sur la planète Terre. Il se trouve que ce sont des réseaux très puissants qui ont des bateaux, des avions, des jets, enfin, qui ont un contrôle quand même des territoires et qui font ce qu'ils veulent. Que ce soit du terrestre, du maritime ou de l'aérien, je pense qu'on a des forces qui surveillent les entrées et les sorties de la Côte d'Ivoire. Le point que je veux soulever, si on regarde les pays qui sont parfois le plus touchés par ce type de fléau, ça va être des pays qui ont des indices de corruption qui sont assez élevés. La Côte d'Ivoire est à 64, qui est un peu au-delà de la moyenne. Mais ce qu'André voulait dire tout à l'heure, c'est qu'au moment où vous, un peu comme pour le terrorisme, au moment où vous mettez en place des
dispositifs de plus en plus sophistiqués ils ont pour d'autres pouvoir tactiques. contrecarrer. Et également, Et ils se réadaptent. ils s'adaptent, ils se réadaptent pour Et pouvoir la question, passer entre les moi, mailles. ce que je vais ajouter aussi, Allez-y, c'est que Jean. quand on commence une saisie, on s'attaque toujours au plus faible, entre guillemets, avant de monter un peu plus haut et de voir les personnes, les vrais dirigeants de ce réseau. Donc je pense que c'est normal qu'on commence par les petites sociétés. Mais je les vais flagrants dire, délits sont mais là. qu'à un Si on fait une moment- saisie, on ne dira pas, on vous laisse, c'est pas vous vraiment. on sait très bien que ce n'est pas cette personne-là qui est Oui. le réseau, qui est le cerveau de tout ce réseau. Donc moi, je pense Oui, que on ne au peut fur pas et à forcément Et même si présumer. on ne le sait pas. on ne le sait pas, mais présumer. on se doute bien qu'il y a Non, pas d'autres forcément. personnes Parce que, derrière. En fait, il y a deux réalités. Hein. Sans être vraiment un super spécialiste de questions de drogue ou de trafic. On espère. Bah, écoutez, Et encore moins un en tant que- consommateur. Attends, non, il y a deux réalités dans ce type de phénomène. Il y a une première réalité qui consiste à inonder le marché local. Et puis, il y a une deuxième qui consiste à servir le pays comme un lieu de passage. C'est ça Et c'est ce que l'objectif dit là, oui, Toussaint. c'est pas pour Donc, le marché local. Le marché local, pourquoi il n'est pas important? Parce que vous savez que la cocaïne, ça coûte cher. Et évidemment, nous, c'est pas notre. C'est comme la Colombie, ils ne produisent pas pour eux-mêmes, ni le Mexique. Et tout cela produisent pour un pays de consommateurs qui s'appelle les États-Unis. Donc, il faut contourner les États-Unis, mettre en place tout un ensemble de choses. Mais il faut contourner toutes ces barrières-là. Donc, comme Toussaint l'a dit à juste titre, il faut profiter de la vulnérabilité de nos pays. Nos systèmes ne sont pas super bons, on fait des efforts, d'accord, mais il faut profiter de nos systèmes. Alors, comment on peut profiter d'un système? On parlait de couverture. Moi, je suis un grand acheteur de produits, etc. Donc, je sais que j'ai pignon sur rue au port d'Abidjan. Les gens me connaissent, ils savent que quand je fais venir de la marchandise, et à un certain moment, je peux profiter pour servir de passeurs. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est les hypothèses qu'on fait. Mais la première hypothèse, c'est celle-là. Voilà. Mais André, il y a la deuxième, mais également l'argent de la drogue. Il faut qu'on en parle un tout petit Oui, peu. ça, on aura peut-être parce qu'on parlait l'occasion de d'en la parler. drogue. Oui, non, bien Mais sûr. oui, mais soit on fait passer la drogue. question de Je pense que blanchiment. etc. c'est la principale attractivité qui nourrit ce réseau, l'argent que procure la drogue. Oui. Non, mais ceux qui vont servir de point de passage, et quand on regarde, les journalistes ont confirmé l'identité des uns et des autres, si on reste sur cette supposition qui veut dire quand même présomption d'innocence, les activités que ces derniers mènent, évidemment, sont des activités qui sont loin de la drogue. Bien sûr, c'est de couverture. Voilà, ces activités sont loin de la drogue. Donc, ce qui veut dire que, Ce sont des activités où c'est facile de blanchir de l'argent aussi. par exemple, et donc, je mais n'accuse ces personne. derniers-là, ce ne sont pas des, j'allais dire, des revendeurs de drogue. Si on regarde un peu la pyramide de ceux qui distribuent la drogue, eux, ils se disent qu'ils ont leur activité. Ça va leur permettre de réaliser un coup où ils gagnent 400 millions de kilogrammes de cocaïne qu'ils auraient fait passer. Ça leur donne un peu d'argent, ils remettent dans l'activité. Et puis voilà, je me dis, c'est des choses qui sont, C'est le qui sont blanchiment. connues. Voilà, c'est le blanchiment. Et donc, moi, à ce Donc niveau... déjà, ce qu'il faut souligner, c'est important, Alain le disait tout à l'heure, ce qu'il faut souligner, c'est que au moment où ces trafiquants-là redoublent d'ardeur, d'efforts et de créativité pour passer entre les failles et entre les mailles des services de sécurité, il faut aussi reconnaître que les services de sécurité font de grands efforts. Donc, dans un premier temps, il faut relever, il faut le reconnaître surtout, la faiblesse un tout petit peu de notre système de protection. Oui, mais déjà, le mérite, mérite par de les exemple, en arrêter, Côte les d'Ivoire et gars. Oui. dans beaucoup d'autres pays, c'est de créer des unités spéciales pour lutter contre la drogue. Oui. Cela veut dire qu'il y a des forces de l'ordre qui sont mises en mission pour combattre ces criminels. Et moi, je pense que c'est à saluer. Et le résultat est là, puisque ces gens-là opéraient quand même depuis longtemps. Et il me semble que c'est juste peut-être une bonne partie qui a été, comme on dit, enfin Il y a neutralisée. également un rapport de cause à effet pour dire on n'avait peut-être pas d'unité de lutte contre le terrorisme tant qu'on n'avait pas été touché par la question. Aujourd'hui, oui. peut-être qu'on voit que la question de la drogue prend une certaine Prend de ampleur. l'ampleur. Le président de la République prend une décision pour qu'on mette en place cette unité-là et certainement qu'il y aura d'autres. Avant, il y avait des services anti-stupéfiants. Voilà. Voilà. Qui existe toujours. Voilà, hein. qui existent toujours. Maintenant, ce sont des services encore avec plus de moyens, plus d'hommes et de femmes en mission. Un des aspects qu'on doit dire, puisque c'est les services de lutte anti-drogue, tout ça existe dans notre pays, ils vont avoir plus de moyens, mais il y a une chose qui est essentielle. Même la France, il n'y a pas longtemps qu'ils ont mis en place on va dire, une justice dédiée aux crimes économiques et aux crimes de cette nature, au blanchiment de l'argent. Nous, on est dans le cas de la CEDEAO, il y a ce groupement-là, Djaba, mais vous savez que c'est très compliqué. Si vous n'êtes pas un spécialiste, dans une justice comme ça, de droit commun, si on laisse tout le monde juger des cas qui finalement sont des cas où les gens sont très malins, ça peut être compliqué. Donc nous, on a mis quand même un pôle pénal, économique et financier. Et ça, quand même, c'est une vraie avancée. Je vous dis que même les Français,
Il n'y a pas longtemps qu'ils ont mis en place ce genre de structure. Mais vous dites quelque chose d'intéressant, André. Moi, je pense même que c'est la deuxième étape. Une première étape, c'est de les attraper, de saisir ces choses, et puis après, de trouver le mécanisme pour pouvoir les juger, démanteler le réseau et tout ça, et les condamner. Donc déjà, moi, je pense qu'il ne faut pas oublier également que la Côte d'Ivoire, c'est d'ailleurs pourquoi les trafiquants pensent un peu à ce pays, on a une longue frontière maritime qui, disons-le, est difficile à surveiller. Mais parce que tout à l'heure, on parlait des moyens. Il faut la logistique, on n'a pas forcément les moyens satellitaires de surveiller les côtes, on n'a pas les navires qui permettent d'aller d'un bout à l'autre du pays. C'est pour ça que c'est important cette collaboration également entre les services, entre la DEA. Parce que je veux dire, quand on arrête un super trafiquant quelque part en Colombie et qu'on le cuisine et que lui, dans ses aveux, il reconnaît qu'il y a des pays qui servent d'eux, donc il communique avec les... Après, c'est même pas en termes de pays, c'est en termes de circulation, de circulation de la marchandise. C'est ça. Et la route de la drogue. La route, aussi, c'est que la mise en place de toute cette logistique, ça envoie un signal aussi à tous ces trafiquants qui pensaient pouvoir passer plus facilement en Côte d'Ivoire. Ils se rendent compte que maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être 4-5 ans, on pouvait passer facilement en Côte d'Ivoire, mais maintenant, il faudra faire attention. Je pense qu'on ne peut pas passer partout, ce genre de choses. On ne peut pas passer partout et on ne peut pas utiliser impunément aussi l'argent de la drogue à tout moment. Donc je crois que déjà, les projecteurs sont sur cette question qui semblait un tout petit peu passer sous les teignoirs, négligée ou encore couverte. Là, j'enfonce une porte. Il y a quelques années, est-ce qu'ils n'ont pas été intéressés justement par la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire n'était pas trop regardée par rapport à ça. Comme par exemple la Guinée-Bissau qui a cette réputation au niveau de tout ce qui est trafic de drogue. On n'avait pas cette réputation en Côte d'Ivoire. Donc on n'avait pas de quoi s'inquiéter, on n'avait pas de quoi regarder vers là-bas. Alors que maintenant... Et puis on dit, si on a une réunion de trafiquants ici sur ce plateau, on dirait, attention, aux États-Unis, c'est compliqué, ils ont renforcé le système. En Guinée-Bissau, c'est compliqué. On commence à envisager de nouvelles tactiques pour passer. Et tiens, quelqu'un dira la Côte d'Ivoire. Pour rebondir sur ce que Sharon disait quand elle parle d'une potentielle dissuasion, etc., ça ne dure que quelques temps. Et c'est là où il faut soulever la question de la pérennité des actions que le gouvernement est en train de mettre en place. Parce qu'il ne faut pas que ce soit juste des coups d'annonce, il ne faut pas que ce soit mis en place pendant 3 mois et qu'à un moment, on relâche en termes d'effet de lutte. Il faut vraiment que ces actions soient des actions qui soient là à moyen terme au minimum, que ce soit vraiment permanent. Les équipes, 1 minute pour et qu'on ne baisse pas en intensité, parce que finalement, ces mêmes trafiquants vont attendre justement quand ça baissera en intensité, ils vont revenir et puis reblotent. Moi, je veux comprendre votre avis. Pourquoi je dis que c'est sous forme en même temps de conseils, de propositions, mais pourquoi je ne veux pas l'entendre? Parce que n'oublions pas que jusque-là, le ministère public n'a pas encore communiqué sur ce dossier. Ça veut dire que peut-être même, ce que vous êtes en train de dire, et je pense même pas peut-être, ce sont les informations qui ont fuité, qui perturbent même l'enquête. Parce que les premières personnes qui auraient été arrêtés ou qui ont été arrêtés, on l'a vu. Je pense que l'idée, c'était de continuer, de savoir s'il y a d'autres complices, etc. Oui. Mais quand il y a déjà sur les réseaux sociaux, on a déjà fait l'enquête, on a déjà fait le procès, etc., reconnaissons que tout ça, c'est des entraves à l'enquête policière. Mais donc, à qui a communiqué dessus? On est d'accord. Ça tombe très bien, ça tombe très bien. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Non, vous le direz tout à l'heure. Vous le direz tout à l'heure. Non, juste dire, ok. Voilà, merci. Vous le direz tout à l'heure. On va couper dans mon élan. Je suis désolé, mais il faut qu'on aille à la pub. C'est ce qui s'appelle un impératif chez nous. Et c'est marrant, André. Sharon Camara, André Bois, Alain Toussaint et Rayana Assi sont sur ce plateau pour aborder l'épineuse question d'actualité liée à la drogue dans notre pays. On a fait un peu l'état des lieux après les constats. André, avant la pub, vous aviez un point. Oui, le point que j'étais en train de relever, c'était par rapport à la suggestion, la proposition de Rayana concernant justement la pérennité de ce type de mesures. En Conseil des ministres, ça a été encore rappelé. Vous savez, il faut insister là-dessus. Comment on fait mal aux trafiquants, même qui sont dans nos cités, etc., c'est qu'on arrive à saisir des biens. Quand vous êtes allé construire des immeubles, vous pensez que vous êtes à l'abri. Comment on remonte, on saisit ces immeubles, on vend et on va remettre justement les fruits de tout ça aux personnes qui en ont besoin dans la société. Et ça, l'État de Côte d'Ivoire adopte donc justement un établissement public de type particulier qui va conduire et gérer les biens des criminels. Et ça, c'est des outils qu'on n'avait pas. C'est ça, et ça, c'est très important. Il faut pouvoir faire mal aussi aux criminels
Et puisqu'elle parlait des effets d'annonce, ça c'est une organisation qui est censée durer dans le temps. Après, il faut voir comment l'État l'anime pour que cet établissement fonctionne. En fait, justement, c'est là où je vais préciser mes propos. Il y a une différence entre le fait qu'une organisation dure dans le temps et le fait que l'organisation soit efficace dans le temps. C'est-à-dire que dans les 3 premiers mois, ils vont être, oui, sérieux, peut-être pas corrompus, vraiment à cheval, avec une intensité de force, etc. Mais en même temps, bon, on parle souvent sur ce plateau de tout ce qui est corruption, tout ce qui concerne l'administration publique. Pourquoi on devrait se taire? Je veux dire, c'est un point qu'on pourrait aussi soulever. Oui, mais vous faites bien de le soulever. Il faut appeler justement cette initiative à être sérieuse. Il faut appeler cette initiative à être sérieuse dans le temps. Pourquoi est-ce qu'on devrait éviter de dire ça? Alors, ce qu'on veut dire, c'est qu'aujourd'hui, peut-être, pour pouvoir répondre à une de vos préoccupations, aujourd'hui, le fait que ce problème soit pris à bras le corps par le chef de l'État qui a mandaté, qui a commis le vice-président, je crois que ça fait partie de ses premières vraies grandes missions. Donc, on peut leur accorder le bénéfice du doute en estimant que c'est une question qui est très importante. Le bénéfice de la bonne foi. De la bonne foi, exactement, c'est cette expression. Merci. Je ne suis pas pessimiste, mais il ne faut pas se mentir aussi. Les effets d'annonce, on est habitués. C'est ça. Il y a eu toute la problématique sur la construction. On a eu plein d'annonces, on a eu plein d'effets, on a eu plein de présences même dans les médias. Et puis après, plus rien. Il y a eu des choses qui ont été faites. Peut-être, mais il y a eu d'autres scandales, il y a eu d'autres histoires qui ont fait qu'on a oublié, donc on est passé à autre chose. Est-ce que les choses qui ont été annoncées ont été mises en place? On ne sait pas parce qu'on est passé à autre chose. On n'a jamais eu de suivi. Après la drogue, qu'est-ce qui va venir encore? Sur quelle actualité va arriver? Tous les Ivoiriens seront focus dessus et on ne va plus suivre ce qui se passe actuellement au niveau de la drogue. Même les États-Unis, qui sont un pays très développé, on n'est pas les États-Unis, on est la Côte d'Ivoire. Mais pour dire que même eux ont besoin de se renouveler chaque fois parce que les personnes, on le disait tout à l'heure, arrivent à se renouveler aussi. Alors moi, j'ai un peu de mal à vous saisir. Je ne vois pas quels sont les effets d'annonce qui ont été engagés par les autorités. Il y a des informations qui fuitent sur les réseaux sociaux qui font état de l'arrestation de trafiquants. Parce qu'il y en avait dit, Alain, c'est que là, par exemple, on a parlé de la mise en place de cette unité. Non, mais cette unité ne date pas d'hier matin. Excusez-moi. Je vous ai parlé tout à l'heure de 2017 2018. Voilà, c'est la colonisation française. Il y avait peut-être encore des trafiquants à l'époque déjà. Bon, j'ai parlé de 2017-2018 où on a eu quand même, durant 18 mois, un saisie record de drogue. Et puis, bon, la réponse quand même de l'État qui n'a pas attendu ces derniers événements. Voilà. Le souci ici, moi je voulais quand même qu'on en parle, c'est l'absence d'information. On ne dit pas de mettre sur la place publique des éléments de l'instruction qui pourraient donner un peu d'air aux trafiquants, mais qu'on donne un minimum d'informations, plutôt que de laisser la main aux réseaux sociaux. C'est ça, il faut que l'info soit claire et complète. Aux rumeurs et autres, commander l'opinion, il serait bon de temps en temps que ceux qui sont en charge de ces affaires-là, notamment la justice, police et autres, informent la population de ce qui est en cours, etc. Vous faites bien de poser cette question, Alain Toussaint, une question pour l'ensemble de vos amis. Comment ces informations arrivent, entre guillemets, sur les réseaux sociaux? La route de ces informations. Parce que je crois que quand je lis dans le communiqué du procureur une séquence liée, relative aux personnes, aux forces de l'ordre qui seraient tenues par le secret professionnel, qui elles-mêmes, ces personnes-là, laisseraient fuiter ces informations, vidéos, des photos, et ces personnes-là ont besoin également de subir la rigueur de la loi, comme c'est dit dans le communiqué. C'est ça aussi le problème. Mais ça peut être des trafiquants eux-mêmes qui laissent fuiter leur nom. C'est comme, en quelque sorte, des signaux envoyés au. Ça m'a l'air plus rocambolesque, monsieur. Non, mais attendez, mais c'est que vous ne les forcément. connaissez pas. Est-ce que vous avez vu le présumé trafiquant qui faisait un doigt d'honneur, là, à la population? Il était dans un véhicule de police. Oui, mais bien sûr. Oui, mais il faisait un doigt d'honneur. Voilà, en fait, ils sont un peu à l'aise, quoi. Franchement. Mais comment vous pensez qu'un trafiquant, un présumé trafiquant, parce qu'il appartient à un réseau. Oui, voilà, donc ce sont des signaux qu'il envoie. Ça reste des possibilités. Mais moi, je veux quand même, les points que nous sommes en train de toucher sont très importants. Depuis que le monde moderne quand même existe, vous savez, les fuites de la police ailleurs, ça fait partie de l'histoire de la police. Ça fait partie de l'histoire de la police, mais ça fait partie même du monde moderne. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, qui est un peu plus choquant,
c'est que ces fuites-là ne sont plus dans les mains de spécialistes. Parce qu'avant, c'est le Monde ou bien le Washington Post qui va faire une révélation. Aujourd'hui, ça se retrouve facilement sur les réseaux sociaux. C'est là où, Alain Toussaint a raison, je vais vous laisser là-dessus, c'est qu'on ne peut pas, quand le gouvernement, même si on ne veut pas communiquer parce qu'on se dit l'enquête suit son cours, mais à partir du moment où les réseaux sociaux manipulent ces informations, il faut quand même intervenir pour dire quelque chose. Bon, ça, le procureur a dit quelque chose, mais ça ne me semble pas être totalement clair. Il confirme qu'il y a une enquête. Bon, c'est évident, puisque de toute façon, on a arrêté comment on fait ça, le trafic a été stoppé, donc forcément, il y a une enquête. Mais quand même, il faut communiquer pour ne pas laisser les réseaux sociaux manipuler l'opinion sur les personnes. Dans ce cas, ça veut dire que ces fuites sont indispensables. Parce que s'il n'y avait pas eu ces fuites, on n'en aurait jamais entendu parler. On n'aurait jamais su. Alors, mais il faut ces fuites. Je veux dire, quand je dis indispensable, je veux dire que si on n'avait pas eu toutes ces rumeurs sur les réseaux sociaux, il n'y aurait peut-être même pas eu ce communiqué du procureur. Je veux dire que le fait qu'il y ait toutes ces fausses rumeurs, ces fake news, fait que l'État se rend compte que nous devons communiquer, nous devons apporter les vraies informations. Sinon, au final, non, mais moi, j'ai envie de dire, je suis peut-être d'accord, même personnellement, pour dire que s'il n'y avait pas eu ces rumeurs, il n'y aurait pas d'abord eu ce communiqué qui arrive un tout petit peu en urgence pour venir contrecarrer ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Sauf que ça leur met une petite pression. Non, c'est pas exactement. C'est ce que Sauf que on est obligé d'arriver à cette situation d'urgence parce que en même temps, les enquêtes ne sont pas terminées, mais il faut réagir pour un tout petit peu étouffer la manipulation des réseaux sociaux. Non, parce que je tenais à dire, c'est notre combat, nous, ici à Live TV, et je pense qu'on le porte tous. Ça doit être inscrit dans notre contrat de la gestion de la chose publique, de communiquer régulièrement sur l'action. Il ne s'agit pas de venir dire tout et de tout dossier, comme l'a précisé Toussaint. Mais il faut à un certain moment communiquer parce que la communication, c'est un axe aussi important dans la gestion publique. J'ai une question. Comme vous dites qu'on ne dit pas la même chose, est-ce que, selon vous, il y aurait eu toute cette communication, donc ce communiqué, s'il n'y avait pas eu toutes ces fake news sur les réseaux sociaux? Non, en fait, on dit la même chose. Donc on dit la même chose. Moi, je dis, c'est justement comment ça se présente. Pour dire, alors, normalement, ce que je pense, c'est que le procureur aurait communiqué, selon son timing, selon son agenda. Mais sauf que là, je pense même qu'il a été obligé de communiquer plus rapidement à l'urgence à cause de ce qui se répond. Mais en fait, là, il ne communique même pas plus rapidement. Il faut prendre en compte la réalité. La réalité des réseaux sociaux, c'est que dès qu'il y a une fuite, dès qu'il y a une petite information qui est lancée, elle devient tout de suite une rumeur, elle est amplifiée, elle va partout, il y a des transformations, on détourne l'information, etc. Et puis, ça a une autre ampleur. Aujourd'hui, le gouvernement doit vraiment savoir qu'il y a une réalité, celle des réseaux sociaux. Et ça demande l'anticipation en termes d'information. Mais ça demande également des éléments d'information pour pouvoir les donner aux gens. Pour dire qu'on voulait qu'on communique, par exemple, sur une situation... Mais faire une enquête, mais justement, si l'enquête n'est pas finie, si on n'a pas les éléments... On peut communiquer justement en disant que l'enquête n'est pas finie. Voici ce qu'on a constaté. L'enquête n'est pas finie, il n'y a rien d'officiel. Mais la preuve, on disait, je crois que j'ai lu quelque part, on disait que le fait que certaines informations aient fuité, et que eux étant en train de mener les enquêtes, certains complices ont eu le temps de, par exemple... Non, ça, on est d'accord. Mais la faute à qui ? En fait, on est dans la réalité des réseaux sociaux. Ce que je suis en train de dire, c'est que le gouvernement doit prendre en compte aujourd'hui cette réalité pour revoir son processus d'information. Mais vous serez la même à venir vous asseoir sur cette chaîne de télé pour nous dire que le gouvernement s'est assis pour nous donner une information qui était vide. Mais qui n'était pas vide, puisque le gouvernement a bien précisé que l'enquête est en cours. Je ne vais pas dire que c'est vide. Qu'ils viennent vous dire l'enquête est en cours, donc salut, ça va, l'enquête est en cours. Mais au moins, on a des éléments d'information qui sont officiels. C'est ce qu'on est en train de dire. Parce que les réseaux sociaux se nourrissent de ce qu'ils trouvent. S'ils ne trouvent pas quelque chose d'officiel, ils vont se nourrir des rumeurs. Alors, si, supposons, samedi soir, les autorités savent qu'il y a eu une saisie de 200 kilos de drogue, qu'il y a 5 personnes soupçonnées, on peut avoir juste un communiqué qui nous annonce ça. Voilà, sans donner l'identité parce qu'ils ne le savent pas encore, parce que ce sont juste des suspects, ils ne sont pas encore coupables. Juste cette information, comme ça, nous, en tant que citoyens, on est un peu apaisés, on se dit qu'on sait que les autorités avancent. Mais non, c'est sur les réseaux sociaux qu'on a des audios de présumés qui ont besoin d'être authentifiés. Voilà, qu'on a ce genre de choses. Et nous, en fait, au final, qui essaient de disculper telle ou telle personne. C'est ça, donc on ne peut que se baser sur ça. Mais vous imaginez, quand il y a eu cette saisie-là, vous imaginez qu'il y a eu certainement une enquête préalable.
Forcément, c'est le fruit c'est le fruit, de c'est l'enquête qui sont menées. Oui. Et peut-être qu'à un moment donné, le fait que la saisie a été rendue publique, voilà, rendue publique, a été opérée, donc est rendue publique, les personnes entendent poursuivre d'autres personnes impliquées dans ce trafic. Entre-temps, l'information par personne certainement impliquée, comme vous dites Alain Toussaint, ou par personne de l'enquête qui manque de responsabilité, de professionnalisme, fuite sur les réseaux sociaux. Non mais attention, Brice, ce qu'on est en train de dire, parce que quand même aussi, je rappelle toujours, comparaison n'est pas raison, mais on peut quand même prendre l'exemple de ce qui se passe dans d'autres pays. C'est que, excusez-moi, quand par exemple, on apprend qu'ils ont attrapé, en France, ils ont saisi 22 tonnes de cocaïne dans une cité ou machin, mais le procureur commis, il vous dit, c'est de l'information, il vous dit, il y a eu 22 tonnes, je dis n'importe quoi, il y a eu donc 10 suspects qui ont été arrêtés, et l'enquête se poursuit, point final. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'à un certain moment, on se dise que la communication, et c'est comme ça dans toutes les administrations de ce pays, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sous pression pour communiquer. Mais la communication, ça doit faire partie de notre ADN. Parce qu'il faut qu'à un moment, ce soit même une obligation. On a créé la... Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'on est plus dans la réaction plutôt que dans l'anticipation. L'avantage d'une telle méthode, c'est qu'avant les réseaux sociaux, ce sont les médias qui communiquent sur ce genre d'informations. Ouais. On peut prendre l'exemple de la France. Il y a le préfet qui va faire une conférence, le procureur, pardon, et qui va donner les informations exactes, qui seront reprises après par tous les médias et qui ensuite iront sur les réseaux sociaux. Alors qu'ici, c'est tout l'inverse. Les réseaux sociaux nous annoncent, le procureur panique, peut-être, et fait un communiqué qui n'est pas totalement complet. Et à la suite de ça, maintenant, des actions sont prises. Après, permettez-moi de dire ça, mais après, c'est la façon de faire, c'est la culture. Pour dire qu'ici, aujourd'hui, en France, aux États-Unis, quand quelqu'un a une information, il cherche, André disait, le premier journal, à la limite même pour lui vendre l'information, il nous donne le scoop. Mais ici, nous, on se dit, nous-mêmes, on aura l'occasion. Mais combien de personnes aujourd'hui appellent les médias pour leur donner l'information? Ils préfèrent balancer les informations sur les réseaux. Médias, oui. Voilà, c'est ça la différence. On n'a pas la même culture de Pourquoi est-ce qu'on estime qu'on est nos premiers médias? Parce que les médias attendent trop longtemps peut-être avant de faire passer les informations. Sur un tel cas, ce qu'on est en train de dire, c'est l'anticipation. Si on a une information officielle, si on a trouvé sur les réseaux sociaux une information officielle du gouvernement, on va plus crédibiliser ceux qui sortent des informations à tout va, parce qu'on va se fier seulement à ce qu'on voit qui vient du gouvernement, parce que c'est ce qu'on peut croire. Vous voulez dire quelque chose? Non, je veux dire, en même temps aussi, ce que vous dites une chose qui est vraie, mais attention aussi sur le fait qu'il y a une réalité. C'est que, remarquez, je parlais avec le directeur de publication de l'Éléphant déchaîné. L'Éléphant déchaîné arrive à produire des dossiers souvent très renseignés. C'est de vrais dossiers où il dénonce des choses. Mais ça ne fait pas le buzz. Parce que les réseaux sociaux ne se sont pas emparés de ce dossier-là. Pour dire qu'aujourd'hui, je viens pour dire que ce qu'on est en train de dire, si nos acteurs qui sont sur les réseaux sociaux n'ont pas cette confiance dans les médias eux-mêmes et que les médias eux-mêmes, ce qu'ils écrivent, n'a pas beaucoup de résonance, les gars, ils préfèrent publier sur les réseaux sociaux et puis ils avancent. Allez-y, Alain. Moi, je voulais continuer sur ce sujet, mais dire quand même que les actions qui sont posées ces dernières semaines-là sont vraiment des actions importantes. Parce que les réseaux de la drogue déstructurent les États. Et si l'on y prend garde, l'argent de la drogue demain servira à corrompre des juges, des acteurs politiques, des députés pour voter des lois en leur faveur, installer des présidents de la République. On a vu un fameux film Escobar, Pablo Escobar en Colombie, comment il défaisait des députés, des chefs de parlement, etc. Donc, il est important que l'Union nationale soit de mise, parce que ces trafiquants viennent tuer notre jeunesse. Quand vous allez à l'intérieur du pays ou à Abidjan, on voit bien, on entend quand même beaucoup de rumeurs ou d'informations qui font état de ce que les jeunes aujourd'hui s'adonnent à la drogue. Et je pense que c'est vraiment le moment d'arrêter l'hémorragie. Parce qu'aujourd'hui, on parle de personnes qui sont des investisseurs et autres dans le milieu économique, mais demain, ils vont s'attaquer aux réseaux politiques, installer des députés à eux, faire en sorte que celui qui est à la tête de l'État soit parrainé par ces réseaux criminels. Et alors là, nous deviendrons une sorte de Colombie bis, et croyez-moi, ça en sera fini de la Côte d'Ivoire. Voilà, du modèle ivoirien. C'est vraiment important de poursuivre cette lutte-là, c'est vraiment très important. Alors justement, allez,
Allez-y, juste avant d'aller à la pub. Oui, l'avantage ici, c'est qu'on a su identifier le problème très rapidement, donc je pense qu'on a encore de la marge par rapport à la Colombie. Un peu d'espoir sur ce plateau. C'est ça. On marque une pause, on se Soyons retrouve après. optimistes. Pas pour des gens qui étaient pessimistes. Un peu des deux, en fait. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk pour la deuxième partie de notre rendez-vous. Vous nous regardez sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. La question de la drogue évoquée sur ce plateau, on a fait le constat, on a un tout petit peu parlé des implications, mais surtout, à présent, pour un dernier tour de table sur la question, quelle solution vous pensez pourrait sauver ou aider la Côte d'Ivoire? Rien ainsi. La solution, je pense qu'ils l'ont trouvée en mettant en place déjà toutes ces mesures. Après, je pense qu'il faut être vraiment sérieux, dur dans l'application de ces mesures et réfléchir à pérenniser ces mesures. C'est surtout ça. Ouais. Je voudrais, puisqu'on parlait des pays, et puis vous terminez là-dessus, un chiffre que je suis en train de... Enfin, des stats que je suis en train de voir, les 10 pays qui consomment le plus de cannabis, prenons juste le cannabis dans le monde, vous avez l'Islande, la Zambie, les États-Unis, l'Italie, la Nouvelle-Zélande, le Nigeria, le Canada, les Bermudes, l'Espagne et l'Australie. Donc vous voyez, les 10 principaux pays. Donc c'est vers ces zones-là que les trafiquants essaient de faire circuler leurs marchandises. Évidemment qu'une fois qu'on sait tout ça et que la Côte d'Ivoire est un pays, pour le moment, assez épargné, je suis d'accord avec plutôt l'assurance de Sharon qui dit on est encore loin d'un certain nombre de pays. Il faut quand même ne pas baisser de vigilance, renforcer nos unités de lutte. On l'a vu dans l'image tout à l'heure, la gendarmerie antidrogue qui est au port doit être renforcée avec des vrais moyens, des entraînements, avoir des chiens renifleurs, avoir ce qu'il faut. Et je pense que c'est l'une des... Enfin, pour l'heure, dans le monde moderne, ce sont des pistes qu'il faut mettre en place. J'ai l'information, en tout cas le message de Fabrice Aimé Goï, j'ai mis du temps exprès, sur nos pages des réseaux sociaux, qui nous dit il faudrait vraiment que cette enquête sur le cartel de la drogue aille jusqu'au bout, car en plus de mettre notre jeunesse en danger, dans la facilité, et de rendre la vie très chère, ce trafic risque d'entraîner la corruption dans nos institutions. Et c'est un peu votre point là. Ouais. Exactement. Moi, juste pour encourager les autorités à redoubler encore d'efforts, à aller plus loin et puis surtout à renforcer l'arsenal législatif autour des mesures visant à lutter plus durement contre la drogue. Je pense qu'on ne doit pas tolérer cela. Il faut éviter que nous soyons le point de passage de tous ces trafics illicites. Sharon Camara. Alors, moi, je suis OK avec tous les points que vous avez présentés et je veux rajouter une chose, la communication. Je pense qu'il est important que les autorités travaillent en collaboration avec les citoyens ivoiriens. Donc, à communiquer, parce que je pense que chaque citoyen peut apporter sa petite contribution. Donc, je pense que vraiment mettre en place un système de communication, des conférences de presse avec les médias pour nous informer au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête. Moi, je pense que ça, c'est hyper important. Genre, si les gens peuvent faire fuiter les choses sur les réseaux, peut-être que les autres peuvent faire fuiter les choses dans les médias. Oui, et tant qu'à faire. Voilà. Tant qu'à faire, vaut mieux faire confiance Vaut mieux faire. aux médias mainstream qui vont porter un message de sensibilisation parce qu'on a une mission d'information, d'éducation. Et donc, on peut qui mieux en sauront parler. traiter l'information, contrairement à ce qui se fait sur les réseaux sociaux où tout est fait de manière Parce qu'il y a les noms des anarchique. gens qu'on a jetés en pâture. C'est ça. Après, Ça le reste procureur des pères de s'étonne, famille. il parle de présomption d'innocence. Oui, monsieur le procureur, mais parce que le canal de diffusion de ces informations pose problème. Parce que si c'était dans une rédaction, on aurait pris quand même des gants, on dit, bon, ok, d'accord, c'est des gens qu'on ne peut pas exposer comme ça, il peut y avoir des mauvaises dénonciations, etc. Donc, Alors, et puis il y a surtout des personnes qui relaient l'information sans savoir ce qu'elles encourent comme peine. Tenez-vous bien, monsieur le procureur dit, et c'est la loi, si vous répandez des informations qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas prouvées, vous vous exposez à la rigueur de la loi. Si vous êtes parmi les forces de l'ordre, vous êtes dans l'enquête et que c'est vous qui avez commencé à dire à votre femme, en fait, le gars là, il est dedans, votre femme qui va en parler à sa copine au marché et que tout le marché Coco Vico est au courant, vous aussi, quand on remonte la piste, vous pouvez être... Voilà. Moi, juste un dernier mot, j'ai aimé la fin du communiqué du procureur qui se réserve le droit d'organiser une conférence de presse en temps opportun pour informer l'opinion nationale et internationale sur cette affaire. Alléluia. Hein, voilà. Est-ce que le temps opportun du procureur sera le temps opportun des Ivoiriens? Mais Est-ce le que temps les Ivoiriens opportun du auront procureur cette a besoin, patience? c'est ce que je vous disais. Les Ivoiriens avec- auront toute cette patience? C'était vraiment Attendez, attendez. J'ai trouvé ça très bien. Wait and see. Bon, un tout petit peu avant de finir l'émission, un petit tour vers notre lu, vu et entendu qui intervient maintenant.
L'entrevue entendue de ce soir vient du quotidien L'Inter. Stéphane Kipré, sans détour, il est temps que le gouvernement libère l'ensemble des prisonniers politiques. J'ai envie de dire, et pendant ce temps. Oui, en fait, il faut être clair. Oui, il faut être clair là-dessus. Ce n'est même plus un sujet, en fait. Moi, ce qui m'intéresse dans cette phrase de Stéphane Kipré, il est temps. Non, il est temps pour dire que ce n'est pas un sujet à partir du moment où des gens ont été condamnés dans ce pays et sont libres. Enfin, à un moment, c'est une question de 2 poids, 2 mesures. On ne peut pas laisser des gens croupir en prison pour des faits qui ont été commis dans un contexte bien précis. On sait qu'il y a eu mort d'homme, etc. Ce n'est pas la même valeur, évidemment. Mais quand même, tout ça, ça s'inscrit dans un contexte. Et c'est difficile de voir d'autres qui ont été condamnés être de... Alain Toussaint, justement, je reviens sur la gestuelle. Est-ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, la question que certains auraient pu se poser, est-ce qu'il y a, quand on parle de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, il y en a en Côte d'Ivoire, de qui s'agit-il éventuellement? Écoutez, je pense qu'on ne va pas se lancer dans une bataille lexicologique sur le prisonnier politique ou pas. Toujours est-il qu'il y a des détenus après la crise post-électorale 2010-2011 et puis d'autres encore en 2020. Ce que M. Stéphane Kipré dit ici a quand même du sens parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 48 heures, on a quand même assisté à ces embrassades entre PPACI, PDCI et le RHDP, qui ont voté à l'unisson pour installer sur le tabouret de l'Assemblée nationale M. Adama Bictogo. Donc je pense que dans cette dynamique-là, effectivement, il y a certainement des actes de paix que le président de la République et son gouvernement continueront de poser. Et je pense que si le président Gbagbo et le président Henri Konan Bédié ont demandé à ce que leurs députés accompagnent la candidature du président Adama Bictogo, c'est certainement qu'il y a des gages politiques qui sont donnés et portant sans doute sur ces questions de la libération des prisonniers. Juste avant qu'il revienne sur on va dire la gravité des faits, etc. Au Rwanda, ceux même qui ont participé, qui ont commis des actes durant le génocide, ont demandé pardon et aujourd'hui ils ont repris place dans la société. Donc c'est à nous de créer notre méthode pour pas que la prison soit vraiment, on va dire, la règle. Il faut qu'à un moment soit le pardon qui soit la règle et ceux qui doivent demander pardon fassent acte de contrition pour que tous, on puisse arriver à une libération. Moi, j'aurais pu dire, ce qui devrait être la règle, c'est de ne même pas commettre des choses. Non, on est d'accord. Voilà, Sharon. Oui, comme Toussaint, vous l'avez dit, moi je pense que c'est un peu ça. Après ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, après l'élection d'Adama Bictogo, moi je pense qu'il y a eu certainement des promesses. Et donc c'est quelque chose, selon moi, je reste optimiste, comme vous disiez André, selon moi c'est des libérations qui devraient se faire dans les mois qui viennent. Je pense que ça a dû faire partie du contrat entre tous ces partis. Sinon le dialogue social ? Oui, voilà. Sinon, personnellement, je ne comprends pas cet accord qu'il y a pu avoir alors qu'il y a encore des personnes qui sont en prison. Je pense que ça fait forcément partie de l'accord et qu'on verra... Et là, Stéphane Kipré reprend un tout petit peu le combat de M. Laurent Gbagbo. Un tout petit peu, parce que bon, c'est son leader. C'est là le sens du « il est temps », parce que finalement, on entame un processus de réconciliation. Il y a une décrispation avec l'arrivée de Laurent Gbagbo. Il y a une nouvelle décrispation avec la remise du passeport à Charles Blé Goudé. Donc on s'attend à ce que la suite logique soit en tout cas la libération des autres prisonniers politiques qui étaient de ces différents camps-là. On estime que si les leaders ont été acquittés et que si les leaders ont aujourd'hui le droit de rejoindre leur pays et d'être en liberté, entre guillemets, on estime que ces prisonniers politiques devraient être libres également. Pourquoi vous souriez, André ? Non, je souriais parce que, évidemment, moi je me dis le COJEP doit être un parti qui nous vient quand même sur la place publique avec une nouvelle façon de faire la politique. Mais j'ai vu qu'il est programmé une fête de délivrance du passeport. Enfin, ça m'a fait rire. C'est magnifique, on ira tous là-bas. C'est où? Dites-nous, André. Nous, on est d'accord qu'il y ait le passeport, mais de là, on allait organiser une fête. Mais est-ce que vous vous souvenez pas de l'histoire du pagne? Oui, c'est ça. Il y a une histoire du pagne. Non, ce parti-là est un parti jeune, ne doit pas reproduire les modèles anciens qui sont mais pourquoi vous pensez que c'est ancien de célébrer un passeport? Non, mais quand on a attendu 10 ans pour avoir un passeport, on peut fêter quand même. Pas célébrer dans ce sens-là. De toute façon, quand Blé Goudé rentrera, je pense que ce sera un moment de réjouissance. Mais imaginez un peu le caractère un peu folklorique
d'avoir une fête avec en tête Mais en d'affiche. quoi ça dérangerait? Vous voulez qu'on vous repasse le spot? parti. Parce que nous, on a déjà imaginé justement cette fête-là. Non, c'est ça qui m'a fait un peu rire quand même. Faut pas. Ça peut faire rire, mais moi je pense que c'est une célébration de tout simplement c'est un frère qui revient. C'est le symbole. Derrière le passeport, j'aime pas tout ce qui est un peu folklorique. Derrière le passeport, c'est un frère qui revient, c'est un membre du parti qui pourra être de nouveau dans la vie active du parti. Donc c'est une célébration en tout cas qui, derrière le symbole du passeport, cache beaucoup d'autres. Le passeport, c'est la délivrance tout court en fait, celle de Blé Goudé qui peut enfin se mouvoir, se déplacer. Bon, pendant ce temps, M. Stéphane Kiprédy, il s'en détourne, il est temps que le gouvernement libère l'ensemble des prisonniers politiques. C'était notre lu, vu et entendu de ce soir. Je dis bonsoir à mes cousins. On n'en a pas fini avec l'arbre Danyogo. généalogique. Oui, non, parce que j'ai beaucoup de cousins sur nos pages des réseaux sociaux. Monsieur Danyogo qui est mon cousin. Donc, pendant que vous êtes mon frère, André, eh bien, c'est également votre cousin. Bien sûr. Très bien. Et si Sharon est ma fille, elle est donc votre... C'est ma nièce. Très bien. Non, je sais, un de vous. Vous êtes mon oncle. Ouais. Voilà, c'est bien. Je crois que en Côte d'Ivoire, on a appris quand même à... Beaucoup de fraternité, absolument. beaucoup de... C'est beau la famille. C'est beau la Belle famille. famille, franchement. On a été très heureux d'être en votre compagnie. On vous retrouve demain ici sur ce même plateau pour un moment de décryptage. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.